le podcast Le Pape. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce numéro 1 du podcast Le Pape. Un nouveau rendez-vous qui va nous permettre de partager le quotidien des sportifs, des athlètes, des experts dans différentes disciplines telles que le running, le cyclisme, le triathlon, le trail, des disciplines que l'on suit tout au long de l'année. Eh bien, ici sur Le Pape, sur le site internet Le Pape, et là donc le podcast Le Pape, est l'occasion de vivre et de rencontrer différents intervenants. Pour ce numéro 1, notre premier invité est Clément Leduc. Bonjour Clément, ça va bien ? Bonjour, je vais très bien et toi ? Très bien. Clément, tu as 24 ans, présente-toi un petit peu pour tous ceux et toutes celles qui te connaissent pas véritablement. Donc j'ai 24 ans, je suis athlète spécialisé sur les courses de longue distance, donc pour l'instant 5000 mètres, 10 000 mètres. J'ai commencé à l'athlétisme il y a environ 7-8 ans, en 2014. Et j'ai progressé assez vite chez les jeunes, j'ai fait sélection en junior. J'ai eu la chance d'être dans l'équipe qui a été championne d'Europe de cross en 2016. Ensuite, en 2019, j'ai gagné les championnats de France de 10 000 mètres en 29-27 et j'ai été sélectionné pour les championnats d'Europe Espoir, où j'ai représenté donc, la France sur la distance avant de partir aux États-Unis, où j'étudie maintenant depuis 2 ans. Et donc, je vais faire une dernière année à l'université de Portland. Alors, l'université de Portland, on va en parler bien sûr longuement dans cet entretien. Là, tu es de retour en France depuis le mois de juin pour quelques semaines. On profite de ta présence et bien, c'est un véritable honneur de t'avoir pour ce numéro 1 du podcast Le Pape. Tu es revenu en France et avec une très belle performance dimanche dernier lors d'un 10 km à Pornic. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Il y a une victoire au bout. Fantastique. C'est ça. Alors, tout d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Je passe là 3 mois en France. Je suis arrivé fin juin où j'ai pu faire quelques 5000 mètres en battant mon record à Carquefou début juin donc. Et j'ai coupé après mon dernier 5000 début juillet et de 2 semaines de coupure. Et j'ai repris cette semaine, donc mercredi, et j'ai voulu faire un 10 km pour le plaisir parce que j'ai des amis sur Pornic. Et donc j'y suis allé en reprise, en détente. Et j'ai suivi le groupe, on était sur la base de 32 minutes. Et j'ai suivi le groupe et je me sentais très bien, très facile. Et à 600 mètres de l'arrivée, j'ai mis une accélération et j'ai remporté la course. Et du coup, c'était un plaisir pour moi de refaire une course sur route, une course populaire où on voit du monde et parce que ça a été annulé depuis un long moment. Et donc voilà, très bonne sensation et un plaisir de retrouver la compétition avec beaucoup de monde. C'est quand même bien parce que tu dis ouais, j'y allais en mode détente, finalement tu gagnes. Bon, ça va, il y en a plein qui aimeraient arriver en mode détente et gagner une course comme ça. Oui, après, j'avais une marge avec mon record de 10 000 mètres et j'avais juste peur vu que j'avais coupé, d'être moins bien, mais finalement, j'avais des très bonnes sensations. Du coup, ça n'a pas changé grand-chose et j'ai pu tenir mon rang de favori de la course. Alors, tu disais justement course populaire, avec du public, avec des coureurs également, bien sûr. Ça fait du bien de retrouver toute cette ambiance petit à petit après l'année et demie avec la pandémie de coronavirus qui était compliquée à gérer, le manque de courses, l'absence d'ambiance. Tu as dû déjà le ressentir dans les différents meetings auxquels tu as participé depuis ton retour en France au mois de juin. Oui, c'est sûr, le manque de public déjà, le manque d'athlètes dans les courses, les mesures un peu contraignantes. Et oui, c'était un peu embêtant. Et même avant que les compétitions reprennent, le fait qu'il y ait moins de monde à l'entraînement, où pendant le deuxième confinement, on s'entraînait tout seul, ça enlevait un peu ce plaisir qu'on a de la course à pied, où on se retrouve et on partage des moments ensemble. Alors, là, tu es revenu en France donc, pour quelques semaines. Tu as participé à différents meetings, notamment Carquefou, le meeting de l'Est lyonnais, le Fast 5000 également, dont le Pape était l'un des partenaires. Un concept novateur, avec donc sur un après-midi, différentes courses de niveaux, des séries de 5000 par niveau. Toi, tu étais dans
la série la plus prestigieuse. Ça aussi, c'est une sorte de développement de l'athlétisme vers lequel il faut tendre pour un peu voir de nouveaux horizons. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, ce Fast 5000. Alors oui, tout à fait, le Fast 5000 était un super événement, c'était super bien organisé pour une première. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Et c'est une compétition où il y a qu'une seule distance, du coup, pour ceux qui veulent battre le record, c'est le rendez-vous. Il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de personnes qui aiment le demi-fond, qui aiment le 5000, parce que c'est pas une distance très courue en France, et on a des fois un peu moins d'intérêt pour la distance, mais là, ça faisait beaucoup de plaisir de voir beaucoup de monde, beaucoup de séries, des lièvres dans chaque série, une bonne ambiance, et oui, j'ai vraiment été très surpris, très agréablement surpris Ouais. de l'organisation pour une première. Oui, et puis en plus, c'est un nouvel événement, c'est une nouvelle façon de voir également l'athlétisme en compétition, qui pourrait être l'une des solutions pour rendre l'athlétisme peut-être un peu plus grand public et attirer de plus en plus de monde. Et puis là, c'est un gros niveau, hein, parce que c'était vraiment des spécialistes du 5000. En fait, comme nous avait expliqué l'organisateur, c'était le cut, c'était juste en dessous du niveau du championnat de France, élite. À partir de là, il y avait une centaine d'athlètes qui se sont alignés tout au long de l'après-midi. Oui, c'est ça. Le niveau était vraiment relevé. Et même la personne qui a la course fait 5e aux élites le week-end d'avant. Du coup, ils ont pu attirer Il y avait la championne de France tout niveau. également. Il y avait la championne de France également. Ouais. Et ouais, le fait qu'il y avait des livres à chaque série qui ont très bien fait leur travail, ça aide. Et la date était parfaitement bien placée. Donc, tout s'est bien organisé, tout s'est bien déroulé. Et c'était une bonne fête du 5000 mètres. Alors Clément, on l'a dit, tu es revenu en France là au mois de juin pour quelques semaines, mais ta vie se passe depuis 2 ans maintenant à Portland, aux États-Unis, dans l'Oregon. Tu es parti en août 2019. Raconte-nous un petit peu comment s'est fait ce changement de vie finalement. Quelles sont les raisons qui t'ont amené à franchir le cap et à passer l'Atlantique pour aller t'entraîner et vivre et poursuivre tes études à Portland? Alors, moi, j'ai toujours été intéressé aussi bien par les études que par le sport. Et j'ai eu beaucoup de mal pendant mes années de licence, mais pendant mes 3 ans à la fac d'économie de Nantes, à concilier sport et études, parce qu'on avait beaucoup d'heures de cours. Principalement, la dernière année, j'avais une 30aine d'heures par semaine, je crois. Et le premier semestre en L3, c'est pas très bien passé pour moi, parce que des fois, je finissais à 20h, je commençais à 8h. Et je m'entraînais après 20h et avant 8h, doublé entre 6h et 21h. Une fois à 6h, une fois à 21h. Et je me suis blessé parce que mon corps n'a pas supporté toute cette charge de travail. Et j'ai décidé à partir du mois de novembre, novembre-décembre, qu'il fallait que je fasse quelque chose pour l'année d'après pour mon master si je voulais continuer à progresser et exploiter mon potentiel au maximum. Et j'ai eu l'opportunité on m'a proposé une bourse pour étudier dans une université américaine. Donc je me suis dit que c'était le plan idéal pour moi. Et pendant tout au long de l'année, j'ai énormément travaillé mon anglais en parallèle de mes cours pour pouvoir réussir à l'examen d'entrée. Et j'ai contacté l'université dans laquelle je pouvais aller, qui était la plus forte en course à pied, en cross et sur 10 000 mètres. Et donc l'université de Portland était le plan idéal. Et j'ai bien progressé en anglais, j'ai fait des bons chronos, des chronos suffisants cette année-là. Et j'ai été accepté au final au tout dernier moment, juillet-août, et j'ai signé pour Portland. J'ai signé pour 3 ans. Donc. Et là, j'ai déjà fait 2 ans et jusque-là, tout s'est bien passé. Ça a été un peu dur de s'adapter au kilométrage parce que je faisais 110 dans les grosses semaines en France. Et là, dès que je suis arrivé, ils étaient tous à 150, 160. Et donc, je suis assez vite monté à 150 km par semaine. Et au début, c'était dur à bien récupérer. J'avais des bobos à droite à gauche. Et finalement, donc après 2 ans là-bas, j'assume très bien ce kilométrage. Et je vais probablement cette dernière année à Portland augmenter un peu dans le but de monter sur le marathon l'année d'après. Alors, raconte un petit peu une semaine type à Portland en tant qu'étudiant. Tu as tes études, puis tu as l'entraînement. Quelle est la part
de chaque domaine. Et une semaine d'entraînement, ça ressemble à quoi à l'University of Portland? Alors, une semaine d'entraînement, c'est déjà en général en termes en footing séance, c'est footing le lundi, le mercredi, le jeudi, samedi un peu plus court et dimanche sortie longue, et grosse séance le mardi et le vendredi, avec 2 muscu par semaine. Une muscu le lundi et le mercredi, les jours avant les séances. Donc les cours, moi je suis en master, donc j'ai que 9 heures de cours par semaine, 3 fois 3 heures, donc c'est entre 19 heures et 22 heures. Et le reste du temps, je fais mes devoirs. On a beaucoup de travail maison, mais on le gère comme on veut parce qu'on a la journée de libre. Donc un footing le matin à 9 heures, footing à jeun à 9 heures, et ensuite un autre footing à 16 heures. Et les jours de séance, c'est footing aux alentours de 8 heures et séance vers 14 heures. Et sortie longue le dimanche entre 25 au plus court jusqu'à 28-29 km. Quand tu es arrivé à Portland, ça t'a fait peur, ça, cette fameuse sortie longue là, de 25 à 30 km? Parce qu'il me semble qu'avant que tu rejoignes les États-Unis, tu n'avais jamais couru autant sur ce genre de distance aussi longue. En fin de semaine, après tout ce que tu avais pu enchaîner sur une semaine type. C'est ça en fait. Ma sortie la plus longue, c'était de 20-21 km en France. C'est Et pas quand pareil. Hein. je suis arrivé là-bas, le premier dimanche, j'étais obligé de suivre et j'ai juste dit que je voulais pas faire trop et j'ai suivi le groupe le plus court et on a fait 24 km je crois, le premier dimanche. C'est déjà pas mal, Et, quand on n'est pas habitué. Ouais, c'était déjà pas mal. Et je me suis dit, bon, bah, c'est passé finalement, donc je vais continuer. Et je suis monté à très vite à 27 et ça a été 27 tout le temps. T'as pris du temps avant de t'adapter à cette nouvelle vie, à ce nouveau mode de fonctionnement aux États-Unis? Oui, donc j'ai pris pas mal de temps parce que l'alimentation est différente déjà. C'est un peu plus compliqué de manger sainement qu'en France. C'est-à-dire, raconte-nous. Il y a des McDo, il y a quoi là-bas? Ça se passe comment? C'est que la première année, je mangeais au restaurant universitaire. Ouais. Donc, il y a environ 6-7 choix de menu. Et il y a un ou deux plats sains, mais pas très bons dans le goût, pas du tout bons. Ouais. Et le reste, c'est que des pizzas, burgers, sandwichs, et que des fast-food. Pas top, quoi. Pas top, et le choix est très limité. Et mes coéquipiers mangent beaucoup de fast-food et mangent beaucoup de pizza et de burgers. C'est étonnant d'ailleurs, parce que les athlètes, enfin les étudiants avec qui tu vis, avec qui tu es, sont des athlètes comme toi, à un très bon niveau, et il n'y a pas de diététicien, nutritionniste là-bas qui cadre un peu les choses quand même avec vos entraîneurs, non? Il y a pas, vous faites un peu ce que vous voulez en termes de diététique, ou il y a des règles quand même à respecter? Au niveau de la diététique, ils sont centrés sur le fait de manger des protéines. Il faut manger beaucoup de protéines et il faut gérer son taux de fer. Mais à part ça, non, en termes de gras, sucre, ils en parlent pas. En fait, je pense que c'est dans la culture américaine, ouais. On fait pas trop attention au gras, en sucre. En fait, mais même pour vous, en tant qu'athlète, parce que vous êtes quand même jeune, athlète, certains peuvent devenir de futurs grands athlètes, on ne sait pas, on l'espère. Donc voilà, il y a peut-être des petites choses à caler, quoi. C'est ce que je pense en France, c'est ce que je pense moi, c'est ce qu'on pense en France. Et ouais. Allez, il y a peut-être 1 ou 2 coéquipiers sur les 40 qui fait attention à ça, mais sinon, en fait, les Américains n'ont pas compris. En fait, je pense que l'alimentation était très importante pour le sport, principalement le fait de manger des pizzas. Ils ne voient pas le mal parce que c'est une pâte avec des fois des légumes et un peu de fromage. Ils ne voient pas le mal, mais je pense qu'à force d'accumuler la mauvaise alimentation, on récupère moins bien et on stocke un peu plus de gras. Mais non, honnêtement, je pense que c'est institutionnalisé. Ça peut pas. C'est dur de leur faire comprendre ça. Ouais, c'est dur de leur faire comprendre ça. Mais bon, c'est vrai que c'est étonnant. Et c'est vrai qu'en France, on ne fonctionne pas forcément de la même façon. Il n'y a pas que ça, on va le voir dans quelques instants. Le fonctionnement à la française et le fonctionnement à l'américaine sont vraiment deux modes bien distincts. Lorsque tu es arrivé à Portland, donc on t'a expliqué un petit peu les règles de fonctionnement au niveau des études, au niveau de l'entraînement.
Comment ça se passe au niveau de l'entraînement? Vous êtes encadré, vous avez plusieurs coachs, vous avez des préparateurs physiques. Est-ce que c'est une véritable structure? Comment ça se passe? Alors, on a deux coachs. Il y a un coach principal et un qui donne les séances et qui dirige un peu tout. Et le coach adjoint qui l'épaule et qui donne son point de vue sur les séances. Et on a aussi un préparateur physique qui nous fait les séances de muscu. Donc, c'est très structuré pour les séances de groupe et la musculation. Mais pour les footings, en fait, on se réunit tous à 1 heure pour courir tous ensemble. Mais ceux qui ne peuvent pas avec leur cours, ils peuvent courir le matin ou le soir en fonction de ce qui les arrange. Donc on est obligé d'être à l'entraînement pour les séances et la muscu et le dimanche, mais on n'est pas obligé pour les footings. Par contre, même si on ne fait pas le footing les jours calmes, on doit être là pour la réunion d'équipe. On a toujours une réunion pour parler de tout, pour chaque athlète doit se présenter et parler de sa vie pour solidifier l'esprit d'équipe. Et ça fonctionne très bien. Les Américains sont très centrés sur l'esprit d'équipe. C'est ensemble qu'on va se tirer vers le haut et c'est ensemble qu'on va se motiver. L'esprit d'équipe et l'esprit de compétition également, ça c'est dans l'ADN de l'esprit américain, pour tous les sports d'ailleurs. Hein. On le voit bien, les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Voilà, ça sera une nouvelle fois les Américains, la Team USA, qui sera là lors des Jeux. Et forcément, ça, tu l'as pleinement ressenti à Portland, tu le ressens pleinement à Portland? Oui, je le ressens pleinement à Portland, dans le discours des coachs, dans le discours du préparateur physique à la muscu, chez mes coéquipiers, l'esprit de compétition est très développé et ils sont beaucoup centrés sur l'aspect mental, sur la motivation et ils ont plein de citations de personnes qui ont réussi. Et ils s'en servent, ils nous le répètent. T'en as retenu? Oui, j'en ai retenu en fait. J'en ai pas là en tête, mais par exemple, le coach de muscu nous dit tout le temps si vous êtes 1% meilleur chaque jour, vous êtes tel pourcent meilleur à la fin de l'année. Du coup, chaque jour, il faut que vous surpassiez pour devenir meilleur. En fait. Le groupe est assez homogène dans lequel tu es, au niveau performance, au niveau physique? Oui, c'est très homogène. Alors, je dirais qu'il y a 12-13 athlètes qui font moins de 14 ou 5000 ou proche de moins de 14. Et après, ça va jusqu'à 15-30. Il y en a qui peuvent faire 15-30. En fait, il y en a qui sont dans l'équipe parce qu'il y a des places dans l'équipe, mais ils n'ont pas de bourse. Et du coup, ils peuvent être... le coach prend s'il n'y a personne en moins de 31, il va prendre des gens en moins de 30. Toi, tu te situes où dans cette... moi, je me situe, je dirais, entre la 4e et la 8e. D'accord. 9e, ouais, c'est ça, 4e, 8e. En regardant par rapport à mes temps, 5000, 10 000, c'est ça. Tu parlais de bourse il y a quelques instants. Toi, tu as pu bénéficier d'une bourse. Il y a différents niveaux, hein, c'est ça, pour un étudiant qui arrive notamment à l'université de Portland. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé pour toi à ton arrivée à ce niveau-là. Pour la bourse, en fait... Comment ça se passe concrètement? Quand on vient de France comme ça, s'il y a des athlètes ou des jeunes qui veulent tenter l'aventure américaine, comment ça se passe concrètement quand tu arrives comme ça? Alors, en fait, tout se passe... soit on passe par une agence. Il y a comme une agence en France qui est très connue, c'est Elite Track Athlète, ou soit on peut faire directement comme j'ai fait en contactant les coachs directement, ou les coachs vous contactent. Et en fonction de son chrono en athlétisme ou ses résultats en cross, on pourra avoir une bourse dans une université plus ou moins prestigieuse. On va dire, par exemple, si on fait moins de 30 minutes aux 10 km, c'est un exemple, on va pouvoir intégrer une division 1. C'est une université qui est en première division. Il y a principalement 4 divisions, mais il y en a 2 plus connues, division 1, division 2. En moins de 31, on pourra intégrer la division 2. Et ensuite, on contacte des universités et en fonction de son niveau académique et son niveau sportif, on peut avoir une université plus ou moins bien placée. Et donc moi, mon niveau d'études était suffisant et mon niveau d'anglais aussi. Et mon niveau d'athlétisme à ce moment-là, je faisais au 10 000 mètres 29-27 et j'ai fait les championnats d'Europe des sports. Du coup, c'était suffisant pour être dans une des meilleures universités en termes de course athlétique. Championnat d'Europe des sports en 2019. En 2019, c'est ça. Du coup, j'ai intégré Portland qui était
qui avait fait troisième aux nationaux de cross l'année d'avant, du coup, ce qui était super. Et par exemple, pour donner un exemple, avec mon niveau sportif, j'aurais aussi pu intégrer Stanford, mais mon niveau académique n'était pas suffisant parce qu'il faut des notes beaucoup plus élevées encore. Ouais. Et voilà, en fonction du niveau académique et du niveau sportif, on vise une université Voilà, qu'on puis convient. il faut essayer de trouver le meilleur compromis aussi, Oui. parce que tu y vas pour tester la méthode américaine à l'entraînement pour ta carrière d'athlète, mais il y a également ta vie d'étudiant et tes études que tu poursuis, donc trouver le bon compromis entre l'université qui offre un cursus universitaire intéressant et aussi un bon niveau sportif. Exactement, il faut trouver le bon compromis. Donc moi, je savais que Portland était une université très reconnue. J'ai visité l'université de San Francisco et l'université de Boise State. Et du coup, les trois étaient à peu près au même niveau académique. Du coup, j'ai juste choisi celle qui était la plus performante en course à pied et celle où le coach, j'avais une meilleure confiance envers le coach. Et ça, c'est très important aussi parce qu'il y a des coachs qui ont juste pour but de tirer un maximum du potentiel de l'athlète durant la période où il est dans l'université. Mais après, peut-être que l'athlète va trop user son corps et être fatigué pour les saisons à venir. Et le coach de Portland était très, très intelligent et il en donne pas trop aux athlètes. J'ai eu confiance en lui. C'était une bonne personne. Du coup, je me suis dit que le compromis était parfait. On parlait de groupes assez homogènes tout à l'heure en termes de performance. C'est également l'occasion de côtoyer, rencontrer, vivre avec des jeunes de ton âge des quatre coins du monde. Comment ça se passe, la répartition? Il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup d'Américains. Comment ça se passe? Alors ça aussi, c'est super de pouvoir échanger avec des gens qui viennent de partout dans le monde. En tant qu'athlète, on a principalement, en termes d'étrangers, on a principalement Mexicains et Européens. Dans l'équipe des filles, il y a une néo-zélandaise. Mais à part ça, chez les gars, nous, on a juste deux Mexicains et des Européens. Donc on a un Danois, on a un Anglais, un Irlandais et un Hollandais. D'accord. Tous les autres, ce sont des Américains. C'est ça, tous les autres, ce sont des Américains. Et entre étudiants internationaux, on fait des repas. Par exemple, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui cuisine la nourriture de son pays. Et du coup, il montre la culture du pays, et on écoute des musiques de ce pays. Du coup, c'est un bon moment d'échange. C'est à tour de rôle. Oui, c'est ça, c'est à tour de rôle. Toi, tu leur as montré quoi quand c'était à ton tour? J'ai fait la nourriture française avec des musiques françaises et aussi, vu que je viens d'Éthiopie aussi, Oui. des musiques éthiopiennes. Ça doit être sympa. Oui. Ça doit être très sympa. Puis c'est une façon aussi de consolider le groupe. Toujours, comme tu disais, voilà, on s'entraîne ensemble, on suit des études ensemble, mais on vit aussi en dehors ensemble. Oui, c'est ça. En fait, on vit dans un campus où on est tous ensemble tout au long de l'année. Du coup, on se voit tout le temps et quand on s'ennuie, on va voir nos coéquipiers, on va jouer à des jeux. Donc, on a beaucoup de moments d'échange et c'est aussi l'avantage de l'université américaine, c'est qu'on est tous ensemble tout le temps. Du coup, on s'ennuie pas trop. Bien sûr, c'est une université mixte. Tu parlais donc qu'il y avait des jeunes filles qui étaient également à cette université. Vous vous entraînez ensemble aussi? Ou c'est les garçons d'un côté, les filles de l'autre? Comment ça se passe? Alors, c'est deux coachs différents, donc on s'entraîne totalement différemment. C'est les gars s'entraînent avec le coach Gaël, coach adjoint. Le coach adjoint, il est même pour les groupes des gars et les groupes des filles, mais sauf que les filles ont un autre coach et ils s'entraînent à différentes horaires. Et je pense, parce que pour point de vue du coach, c'est un entraînement distingué. On fait pas les séances, on fait pas les mêmes séances, on prépare pas les mêmes compétitions. Et c'est surtout, je pense, c'est parce que il n'y a pas de place pour 40 gars et 30 filles. Ouais. Je crois qu'il y a 30 filles dans l'équipe, 70 personnes s'entraînent ensemble, c'est pas C'est possible. compliqué, oui. Au moins, un peu plus rassemblé, compacté, pour pouvoir être focus sur le groupe, quoi. C'est ça. Et donc je pense que ils font plus de kilométrage, ils donnent plus de kilométrage à faire pour les gars et plus de muscu. Donc ils ont séparé l'entraînement et les filles, on s'entraîne plus tôt le matin et nous on s'entraîne le début d'après-midi. La différence avec ce que tu as connu en France avant d'arriver à Portland, c'est un vrai contraste au niveau de l'entraînement. C'est aux États-Unis plus de volume,
volume, volume, volume, volume par rapport à la France, c'est peut-être l'une des grosses différences. Oui, donc c'est la grosse différence, c'est ça, beaucoup plus de volume aux États-Unis et sur des rythmes un peu moins soutenus. Du coup, on va faire beaucoup plus de kilomètres à la semaine, mais il y aura moins de qualité. Du coup, je sais personnellement, je sais pas si on a la réponse, s'il faut faire plus de qualité ou il faut faire plus de volume, parce que certains font de la qualité et ça leur développe la vitesse quand même, et d'autres font de la qualité mais ils sont très bons sur le long. Donc c'est deux méthodes différentes moi, ça me plaît pas mal de faire du volume et j'aime bien aussi faire des fois des séances rapides. C'est ce qu'on fait quand on prépare le 5000 mètres l'été, on fait des séances beaucoup plus rapides et je me sens très bien malgré on n'a pas été aussi vite l'hiver. Donc, Alors, tu es arrivé il y a 2 ans, est venue ensuite une période particulière qu'on en connaît, avec la pandémie de coronavirus. En termes de compétition, vous avez quand même pu participer à des compétitions malgré les contraintes que l'on connaît depuis 1 an et demi. Comment ça a été programmé? Donc en mars, en En mars mars dernier, 2020, en mars 2020. 2020, les compétitions étaient annulées. Ouais, Du comme coup, partout dans le monde. comme partout dans le monde, c'est ça. Donc je suis revenu et je suis resté 10 mois en France parce qu'il n'y avait pas de compétition. J'ai suivi mes cours à distance. Mhm. Et en janvier, ils nous ont dit il y allait avoir des compétitions. Du coup, j'y suis retourné, janvier 2021. Et Mhm. on a eu une saison tout à fait normale. D'accord. On a eu des Depuis crosses, cette année. c'est ça, depuis cette année. Ouais. Alors en France, ça a repris un peu plus tard, je crois. Oui, Il n'y oui. a pas eu de cross. Ouais, ça Et a alors repris que- plutôt au mois d'avril. C'est ça. Et nous, on a eu des crosses, on a eu des courses sur piste. Il y a juste la saison en salle qui a été annulée. D'accord. Et là, donc, vous avez, une fois que le rythme des compétitions a repris, c'est quoi? C'est une compétition tous les week-ends ou tous les 15 jours? Comment c'est échelonné sur le calendrier? Alors, il y a beaucoup de compétitions aux États-Unis, sauf que nous, on a la chance d'avoir 40 coureurs. Donc, dans les compétitions les moins importantes, le coach, il met les coureurs un peu moins rapides. Et les coureurs les plus rapides, il leur demande de choisir quelle compétition ils veulent faire. Du Mhm. coup, on fait les compétitions. On en fait, allez, j'ai dû faire quoi, 4 ou 5 compétitions, peut-être 5 compétitions sur piste, du coup, ce qui n'est pas énorme, c'est plutôt bien Mhm. comparé à d'autres universités où ils en font beaucoup plus. Donc honnêtement, il y a un peu plus de compétitions qu'en France, mais on n'en fait pas tant que ça. D'accord. Donc ouais, les crosses, on fait 3 ou 4 crosses, et juste les plus importants. Donc c'est bien, on n'en a pas tant que ça. Mais il y a des compétitions toutes les semaines, par contre, Ouais. quasiment. C'est juste que le coach nous met pas quand on ne veut pas, il met Ouais. les athlètes qui peuvent pas faire les grosses compétitions. L'avant-compétition aux États-Unis, en tant qu'universitaire, tel que tu le vis à Portland, c'est différent qu'en France? L'approche, les jours qui précèdent, l'entraînement, la gestion de se dire, voilà, l'objectif c'est dimanche, tel rendez-vous, tel cross, tel meeting. Comment Alors, ça se préfigure? l'approche de la compétition est déjà différente car nous en France on va faire beaucoup de jus, on va faire un jour de repos, un jour mise en Un jambe, peu plus en mode relax. ouais, beaucoup plus relax, alors qu'aux États-Unis il y a pas mal d'athlètes, il y a que les Européens qui font relax, on fait un peu moins de kilomètres les jours qui précèdent et on fait un jour de repos, alors qu'aux États-Unis ils en font pas du tout, du tout, du tout. Ouais. Et donc, des fois, ils comprennent pas pourquoi on veut calmer l'entraînement. En fait, ils se disent que en continuant dans une bonne dynamique, tu fais une meilleure compétition. Ensuite, niveau organisation, c'est les coachs qui gèrent tout. Ils nous disent juste soyez prêts dimanche et tout est organisé pour aller à la compétition. L'avion et billets d'avion, bus, hôtel, tout est géré par le coach. C'est assez bien. Il y a pas de pression à se mettre et tout est, tout Vous êtes est, dans les tout est bien meilleures organisé. conditions. C'est ça. Et on voyage bien avant la compétition en général, donc on arrive assez frais. Et ouais, sinon, ouais, c'est très bien organisé. En fait, c'est comme quand on va à un championnat de France en France. C'est souvent bien organisé et on arrive frais parce qu'on n'a pas trop de voyages où on voyage 2 jours avant. Ouais. Et c'est un peu ça, mais à toutes les compétitions. Du coup, Mhm. c'est plutôt pas mal. Le niveau, en termes de performance, parce que, encore une fois, là, en cette année olympique, dès le début de la saison, au mois d'avril, on voyait les meetings, les gros meetings américains, à Eugene notamment,
ou à Carson, différents meetings, il y a des universitaires qui sont incroyables au niveau des performances sur le sprint, le demi-fond. Est-ce que toi, avec ton expérience d'universitaire à Portland, sur les meetings sur lesquels tu es allé, sur les crosses, tu as pu ressentir ce niveau d'excellence en termes de chrono, de performance? Alors déjà aux États-Unis, Densité. la densité est vraiment incroyable. Déjà, on le sait depuis longtemps, le niveau est très relevé aux États-Unis. Mais cette année, on ne sait pour quelle raison, peut-être l'arrivée des chaussures, aussi, oui. et, ça entre autres, mais le niveau a énormément progressé. Ouais. Et là où ça a été le plus impressionnant pour moi, c'était de regarder quand on regarde les résultats des nationaux. Donc c'est les 24, les 24 meilleurs du pays. Déjà pour être qualifié aux nationaux, je crois qu'il fallait faire 28-25, quelque chose comme ça. Alors que les autres années, en 28-50, ça passait. Et il y a 8 gars en moins de 28. Alors, c'est des étudiants qui ont principalement moins de 23 ans. 8 athlètes en moins de 28 au 10 km et peut-être une dizaine en moins de 13-30 ou 13-40. Dans une seule course, c'était super impressionnant. Et le niveau a énormément progressé. Et la densité, en fait, les meilleurs sont moins bons que les Européens, les seniors européens, mais la densité est beaucoup plus impressionnante. C'est dû à quoi, ça? Est-ce qu'il y a une explication, maintenant que ça fait 2 ans que tu es imprégné de ce milieu, de cet univers, est-ce que tu as une explication par rapport à ça? Alors, c'est la méthode d'entraînement, c'est aussi le spirit, l'état d'esprit, c'est un peu tout, quoi. Qu'est-ce qui fait que les Américains sont quand même largement au-dessus du lot sur votre tranche d'âge, sur les jeunes universitaires, les 17 ans, même quand on remonte un petit peu, on voit notamment au jeu sur 200, il y a un nouveau là, qui va arriver, qui a battu le record du monde junior de Bolt sur 200, enfin, et il n'est pas le seul, enfin, il y en a plein là qui arrivent comme ça, qui déboulent tout d'un coup. Alors l'explication la plus logique, c'est la population. Les États-Unis, c'est un peu plus de 300 millions d'habitants, je crois. Et l'un des moyens d'avoir une bourse et d'étudier, c'est le sport. Donc il y a énormément de jeunes qui se mettent au sport très tôt pour pouvoir étudier. Donc si on prend toute la quantité d'étudiants américains, le nombre d'étudiants américains qui s'entraînent dur en athlétisme pour avoir une bourse ou être dans une meilleure université, ça fait que il y en a énormément. Donc quand on prend les meilleurs, ça fait qu'ils sont meilleurs que les Européens qui, eux, choisissent très tôt sport ou études. Et ça fait un peu comme quand on regarde les performances des Africains de l'Ouest, Éthiopie, Kenya, il y a tellement d'athlètes qui s'entraînent pour vivre de la course à pied. Le niveau est très très relevé. Et dans un pays comme la France, un peu moins peuplé, avec des gens qui s'investissent un peu moins en général, forcément le niveau est plus relevé là-bas. Est-ce que, on le sait, les championnats du monde auront lieu en 2022, l'an prochain, à Eugene, aux États-Unis. Est-ce que ça aussi, ça contribue à dynamiser encore plus la partie athlétisme aux États-Unis, chez vous, les jeunes, parce que c'est vous qui incarnez eh bien, cette relève, ou même certains d'entre vous qui pourront être au championnat du monde s'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Est-ce qu'il y a un phénomène d'entraînement aussi, sachant que les championnats du monde, pour la première fois, auront lieu aux États-Unis? Oui, donc oui, ça doit certainement avoir un impact, ça doit motiver pas mal de jeunes, surtout qu'ils ont construit un nouveau stade spécialement pour ça. Il est superbe. Il est incroyable, il est super beau, et même à l'intérieur, il y a une piste couverte à l'intérieur et des infrastructures impressionnantes. Et oui, je pense que ça a un impact et ça motive des Américains à représenter leur pays chez eux. Ils sont très patriotes, les Américains. Vous en parlez un petit peu avec eux, enfin, quand je dis vous, les Européens, avec les Américains, vous en parlez un petit peu, les comparaisons, l'athlète en Europe, l'athlète aux États-Unis, les différences qui sont assez flagrantes? Oui, donc oui, on leur en parle quand nous, on réagit pareil par rapport à, par exemple, la muscu, s'il y a trop de muscu ou des trop longs footing séances, oui, on en parle, on dit que chez nous, c'est un peu comme ça, et oui, ils sont assez surpris. Après, ils changent pas forcément leur méthode d'entraînement, parce que pour eux, c'est ancré, c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'ils font tous. Ils font tous la même chose à peu près. T'as pu voyager un peu aux États-Unis, où c'était compliqué avec les restrictions sanitaires?
puis ta vie d'étudiant également, ou c'est que par le biais des compétitions que tu as pu voyager pour l'instant? Alors, j'ai voyagé que par le biais des compétitions. J'ai pas voulu voyager parce que il y a beaucoup d'entraînement. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu du mal Ouais, c'est pas évident, tout à enchaîner. assurer toute la charge d'entraînement, assumer. Donc la première fois que je suis allé à Portland, je crois que je suis resté 7 mois avant de revenir et j'ai pris aucun jour de repos en 7 mois. Ou un seul peut-être, mais je pense aucun jour de repos. Et donc je me suis dit pour reposer mon corps, je vais pas aller à droite à gauche, je vais juste me concentrer sur l'entraînement. C'est pour ça que je suis venu et j'avais en tiré le maximum. En 2 ans, tu estimes avoir beaucoup progressé. Oui, je pense que sur le foncier, j'ai beaucoup progressé. Sur les séances plus courtes également, mais c'est principalement sur le foncier. Donc oui, je suis très satisfait. Après, j'ai pas fait les chronos que j'espérais pour l'instant, mais Ouais. je pense que ça va payer un peu plus tard et principalement sur le semi et marathon, parce que c'est là où je pense que mon potentiel est le plus fort. Mm. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la route un peu plus tard. Le passage sur semi et sur marathon. Dans 3 ans, il y a les Jeux à Paris. C'est dans un coin de ta tête de représenter l'équipe de France sur marathon, pourquoi pas aux Jeux à Paris? Oui, clairement, c'est dans un coin de ma tête. Après, moi, je fonctionne beaucoup avec des objectifs. Je me mets un objectif à long terme et je m'entraîne pour ça. Et ça marche chez les jeunes, c'était les sélections chez les jeunes. Et ça, du coup, c'est les Jeux de Paris sur marathon. Honnêtement, je pense qu'aucune chance sur 10 000, 5 000 et 10 000. Mais je pense que j'ai une petite chance sur marathon. Du coup, je vais en tirer le maximum en espérant que ça passe. Du coup, je m'entraîne pour ça et c'est à la fois un rêve et un objectif. Alors les Jeux Olympiques s'ouvrent ce vendredi officiellement à Tokyo. Forcément, on imagine que tu vas avoir un œil attentif notamment sur les épreuves d'athlétisme, sur les 9-10 jours de compétition qui s'annoncent de toute beauté, même s'il n'y aura pas de public dans le stade olympique. Au vu des performances qui ont été réalisées sur les meetings là, depuis le début de la saison, ça va être un feu d'artifice, quoi. Oui, ça va être super beau à voir et moi je regarde, comparé aux autres années, je vais regarder ça encore plus attentivement parce que j'ai des amis qui y sont, des gens à qui j'ai fait des sélections jeunes, notamment Hugo Hay, Alexis Félu, Jimmy Ouais. Gressier, Louis Lavert et même une fille de mon club, Laura Vallet. Bien sûr, sur 100 ouais. C'est Ouais. ça, du coup je vais suivre ça, je vais regarder toutes les épreuves attentivement. Après je suis un peu, on va dire, triste pour eux qu'il n'y ait pas de spectateurs parce que ça les encouragerait beaucoup à vivre, ça leur ferait vivre l'expérience à fond et là c'est un peu plus contraignant, mais sinon ça va être très beau à voir avec des super perfs. Et ça va te donner encore plus envie d'être de la fête dans 3 ans à Paris. Évidemment, quand on voit des gens avec qui on a fait des compétitions et des sélections se qualifier au JO assez jeunes, et ça impressionne et ça donne envie de le faire également. Ça nous dit qu'en fait, c'est possible pour nous aussi. Tu parlais de voyage il y a quelques instants, donc aux États-Unis, que par le biais des compétitions. Il y a un beau voyage qui t'attend dans quelques jours, au mois d'août, en Éthiopie. C'est un peu un retour aux sources. Raconte-nous un petit peu le but, le principe de ce séjour en Éthiopie. Alors oui, du coup, je suis originaire d'Éthiopie. J'y suis déjà allé en 2016 pour faire un reportage sur la course à pied. Et en 2019 pour m'entraîner, seulement m'entraîner. Et donc là, j'ai la chance d'y retourner. C'est un pays que j'apprécie énormément et c'est un très beau pays. On mange super bien, les gens sont super gentils, les paysages sont magnifiques. Donc je vais m'entraîner, voir des amis, filmer des entraînements, m'entraîner avec des gens que j'ai rencontrés là-bas. Et oui, c'est un pays, ça me plaît beaucoup. C'est parfait pour préparer les France de 10 km et oui, pour partager des moments avec du monde. J'ai hâte d'y être et j'ai été très déçu de ne pas pouvoir y être l'année dernière. Qu'est-ce qui te plaît? Comment tu pourrais parler de l'Éthiopie en quelques mots? Alors, paysage, bonne nourriture, la sympathie des gens, le fait que les gens ils satisfont de pas grand-chose des fois, principalement dans les petits villages, les gens ils vivent très simplement et ils ont quasiment rien en bien matériel, mais ils sont quand même heureux, ils mangent bien, ils partagent des moments ensemble sans la technologie qui peut être nocif parfois. Et quand on va principalement à la ville de Bekoji,
j'y suis allé les 2 fois et je vais y retourner, je pense, là. Il n'y a même pas d'internet, on a très 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 peu d'internet, et les gens ils sont hyper gentils dans la rue. Quand on rencontre des athlètes, ils ont de la nourriture avec eux, et quand ils te voient, ils te la donnent, et ils insistent forcément pour que tu manges leur nourriture, alors que peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup plus à manger, et ça fait vraiment chaud au cœur, et c'est un pays où il y a le partage, en fait. C'est un pays où les gens partagent énormément. Après cette belle parenthèse en Éthiopie, donc championnat de France de 10 km, et puis après, ce sera le retour à Portland pour une dernière année, avant le retour en France, dans un an. C'est ça le programme, un peu le plan de bataille? Exactement, donc dernière année à Portland, mais j'ai des cours le premier semestre et je vais faire un stage le deuxième semestre. Et donc je vais pouvoir, dans les 2 semestres, beaucoup m'impliquer sur l'entraînement. Je vais augmenter mon kilométrage, moi je vais essayer, pour le cross l'hiver, et faire 5000, 10 000 l'été. Et donc revenir en France après pour faire un semi et un marathon à l'automne, si tout se passe bien. D'accord. T'as déjà une date? T'as déjà des dates en tête pour le semi-marathon? Le semi, j'en ai pas encore, il faudrait que je trouve, mais j'aimerais bien faire le marathon de Valence, du coup. Oui, qui est très rapide. C'est ça. Et on fait des super chronos généralement. C'est ça. Donc ça serait idéal pour ton premier marathon d'être dans cet écrin en Espagne. C'est ça, le fait que ça soit très plat, beau parcours, et la densité et la date qui correspond bien font que j'en ai fait un objectif à moyen terme. Avec objectif à long terme, toujours les Jeux de Paris 2024, on a bien compris. Exactement. Parfait. Merci beaucoup Clément de nous avoir accordé ce beau moment de partage. Tu nous as fait voyager aux États-Unis, en Éthiopie, et puis bientôt le retour en France dans un an, et puis l'objectif des Jeux Olympiques de Paris 2024. On l'a bien compris. Merci Clément, bonne continuation. Merci à vous, c'était un plaisir. Bel été à toi, et puis bonne suite dans ta dernière année de cursus universitaire à Portland. Merci beaucoup. Voilà, le premier numéro du podcast Le Pape touche à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter donc le témoignage de Clément Leduc, que l'on reverra certainement très très bientôt en haut de l'affiche. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention, et rendez-vous très très vite pour le numéro 2 du podcast Le Pape. À très vite. Ciao. Le podcast Le Pape.